Hello Cassandre. Est-ce que le son et l'image sont bons? Oui, on va y aller comme ça, Carla. Bon. Donc, le son et l'image sont bons? Excellent. On va attendre que tout le monde revienne et on va starter ça. Je ne touche plus à rien. La troisième est la bonne. Hey, salut Marie! Salut Marie-Isabelle! Claudie, oui, c'est la bonne cette fois-ci. Je touche pas à rien. Ouais, ça, c'est la preuve que je fais pas assez de Facebook Live. J'ai perdu la main. Bon matin, Nathalie. OK. Bon, j'ai perdu ma page. Ça sera pas long. Je vais la retrouver. Du... Non, c'est pas le bon guide, c'est celui-là que je veux. Merci, Métécha. Bon, OK, on va repartir ça. On recommence à zéro. Pour la troisième fois et la bonne, je l'espère, cette fois-ci. Bonjour de la France. Bonjour du Québec à la France, à Marine. Non, Claudie, je touche plus à rien. Donc, voici, c'est mon premier, oui, mon premier. C'est le Facebook Live, le premier Facebook Live d'une série pour le défi du carnivore au mois d'octobre. Vous l'avez réclamé et on vous l'a donné. Donc, c'est ça. On start ça. Euh, le, le- tout ce que je vais faire dans la première section du Facebook Live, c'est expliquer un peu, dans le fond, répéter ce qu'il y a dans le guide du défi qui est situé sur le blog de vivefaiblenglucide.com. Donc, si jamais vous voulez vous y référer dans le futur, vous pouvez aller sur le blog pour pouvoir revoir ce que j'ai dit. Euh, donc, et voilà. La première chose, qu'est-ce que l'alimentation carnivore? L'alimentation carnivore, c'est l'alimentation ancestrale des êtres humains. L'être humain est, contrairement à la croyance, l'être humain n'est pas un omnivore. La raison pour laquelle l'être humain n'est pas un omnivore, c'est bien simple, même si tout le monde dit qu'on est des omnivores, c'est que là, être omnivore signifie avoir la capacité de pouvoir manger indépendamment des végétaux ou des protéines animales, un ou l'autre, et en anglais on dit thriver, ça veut dire prospérer au point de vue de la santé. Et c'est quelque chose que l'être humain ne peut pas faire en réalité, dans le sens où si je prends un être humain et que je le place sur une île déserte, sur laquelle il y a simplement des végétaux, il n'y a aucune protéine animale pour que cet être humain-là se nourrisse, l'être humain ne pourra pas survivre sur cette île déserte et il va finir par tomber en carence de B12, de fer, de nickel et de toutes sortes de nutriments comme ça et qui vont faire que cette personne-là va finir par mourir après un certain temps.
La raison pour laquelle il y a des gens aujourd'hui qui peuvent être végétariens, véganes et ainsi de suite, c'est parce que ils vont prendre des aliments transformés dans lesquels de la vitamine B12, par exemple, va avoir été ajoutée. Donc, euh, un être humain ne peut pas être végétarien sans supplémentation. Ça, c'est absolument impossible. Tandis que le contraire est pas vrai. Un être humain peut manger de la viande exclusivement et même une version. Ce qu'on propose, nous, dans le défi, c'est quelque chose d'un peu plus élaboré, mais certaines personnes ont adopté une version extrêmement limitée, extrêmement exclusive de l'alimentation carnivore, qui est du bœuf, de l'eau et du sel seulement, de la viande, du muscle, sans aucun même un abat, puis on va en reparler des abats tantôt. Mais il y a des gens qui ont adopté ça et que leur santé a prospéré, qui ont été parfaitement en santé à ce moment-là. Donc, quand on pèse dans la balance les deux, on peut vivre de protéines animales seulement, mais on ne peut pas vivre de végétaux exclusivement. Ça fait de nous des carnivores de la même façon que de la même façon que les chats. Okay? Les chats sont des animaux qui sont exclusivement carnivores. On ne peut pas nourrir un chat de végétaux simplement, de croquettes qui sont juste de sources végétales, tout simplement parce qu'il y a un acide aminé que le chat ne peut pas métaboliser et qui n'est pas présent dans les végétaux. Donc, à ce moment-là, si vous prenez un chat, vous le nourrissez juste de végétal, le chat va mourir éventuellement. Il va tomber malade, sa santé va se dégrader et il va mourir. Donc, l'être humain, comme je le disais, l'être humain est un animal qui est carnivore exclusif avec une capacité omnivore. Ce qui veut dire que dans l'ancien temps, dans le temps de nos ancêtres, il y a 20 000 ans, 30 000 ans, 100 000 ans de ça, 200 000 ans et plus, l'évolution de l'homme a été sur 3 millions d'années. Euh, on mangeait de la viande, on chassait le mammouth, et quand la chasse était vraiment mauvaise, euh, quand la chasse était vraiment mauvaise, on pouvait utiliser des végétaux pour survivre quelques jours, quelques semaines au maximum. Et aussi, les végétaux ont servi aussi de médicaments dans certains contextes. Parce que c'est vrai que certains médicaments peuvent avoir des effets médicinaux. Mais souvent, ces effets médicinaux-là sont occasionnés par l'intolérance qu'on a à ces plantes-là. Donc, à ce moment-là, c'est pas vrai que parce que les plantes peuvent avoir des effets médicinaux, qu'on doit nécessairement en consommer sur une base régulière. C'est pas parce que, exemple, l'aspirine peut aider au mal de tête qu'on doit en prendre à tous les jours nécessairement. Et c'est pas non plus parce que la chimiothérapie va vous aider à guérir d'un cancer qu'on devrait prendre tous de la chimiothérapie sur une base régulière. C'est la même chose avec les végétaux, c'est le même argument avec les végétaux. Donc, à ce moment-là, comme je l'expliquais, l'être humain bon, l'alimentation carnivore, c'est l'alimentation ancestrale de l'être humain. C'est ce qui nous a permis d'évoluer sur euh, 3 millions d'années. Et, ouais, c'est ça. Je m'excuse, je me fais popper des messages. Euh, Qu'est-ce que l'alimentation carnivore? L'alimentation carnivore, c'est une alimentation dans laquelle on consomme exclusivement des produits de source animale. Et on parle de protéines et on parle aussi de lipides de source animale exclusivement. Ce qui veut dire que
on ne consomme, exemple au niveau des lipides, aucun lipide de source végétale, l'huile d'olive étant un lipide de source végétale, et l'huile de coco aussi. Et je ne suis pas en train de dire que l'huile d'olive et l'huile de coco ne sont pas bons pour la santé. L'idée derrière l'alimentation carnivore, c'est pas nécessairement que ce qu'on élimine est mauvais nécessairement pour la santé, mais je vais arriver après au pourquoi on fait ça. Mais l'idée, c'est simplement que dans une alimentation carnivore, on va consommer exclusivement des produits de source animale. Et le fait de Bonjour Yvette. Le fait de consommer des huiles de source ou des gras, des lipides de source végétale, même si c'est des excellents lipides dans d'autres contextes, peut vous nuire à votre adaptation. Donc, à ce moment-là, il faut faire très attention à ça. Et comme je l'expliquais, l'idée, c'est pas de dire que l'huile d'olive est mauvaise pour la santé dans un contexte dans un contexte de faible en glucides omnivore. L'huile d'olive est un excellent lipide, l'huile de coco aussi. Mais dans le contexte du carnivore exclusif, qui est une version de l'alimentation faible en glucides, parce que dans l'alimentation faible en glucides, le spectre de cette alimentation-là est très large. Il y a une version végane, il y a une version qui est quand même très difficile à suivre, mais il y a une version qui est végétarienne, il y a une version qui est octo-végétarienne et toute la gamme des végétariens, le octo, lacto, pisci, végétarien, dans lequel on mange des œufs, du poisson et ainsi de suite. Ça, c'est une version du végétarien. Après ça, on tombe dans la version omnivore, dans laquelle on consomme des végétaux ainsi que de la viande. Et il y a la version à l'autre extrême du spectre complètement, qui est l'alimentation carnivore. Et l'alimentation carnivore reste une alimentation cétogène parce que on considère ça comme une alimentation qui est à zéro glucides, zéro carbs en anglais. Et donc, normalement, vous devriez tomber en cétose lorsque vous êtes carnivore. Et voilà. Ça fait que ça, j'ai expliqué un peu qu'est-ce qu'est l'alimentation carnivore. Là, je viens de voir là, il y en a qui vont rire parce que c'est sûr qu'avec mes petits problèmes au début du live, je ferai pas, ça va me prendre plus qu'une demi-heure, mais bon. Donc, on vient de passer à travers qu'est-ce qui est l'alimentation carnivore, ce qui veut dire que vous pouvez manger de la viande, vous pouvez manger des œufs, vous pouvez manger des produits laitiers. Les produits laitiers sont de source animale, donc ils sont acceptables. Certaines personnes vont vouloir les éviter, on va revenir plus tard sur ça. Vous pouvez manger des poissons, les fruits de mer. Attention, certains fruits de mer contiennent un peu plus de glucides que d'autres. Des fruits de mer et ainsi de suite. Et bon, la seule exception qu'on fait, je vous le dis tout de suite, je le dis à chaque fois de mes introductions, c'est le café. Le café, je ne recommande à personne de couper le café durant le défi. Salut Sylvie. Parce que, tout simplement, pas parce que le café est carnivore, le café n'est pas carnivore du tout. Cependant, le café est hautement addictif et quand on coupe le café, on peut ressentir des symptômes de sevrage importants et vous n'avez pas besoin de vous rajouter ça. Durant mes 3 premières années carnivores, ça va faire 5 ans maintenant, le 1er janvier qui s'en vient. Mais durant mes 3 premières années carnivores, j'ai consommé du café, excusez-moi, bon, j'ai consommé du café pendant les 3 premières années et j'ai quand même obtenu tous les bienfaits que je pouvais avoir. J'ai fini par abandonner le café pour des raisons de santé. J'avais des douleurs et ainsi de suite. Je l'ai raconté plusieurs fois. Cependant, comme je l'expliquais, dans le défi, vous allez avoir déjà à couper un paquet de choses. Donc, vous n'avez pas besoin d'embarquer dans un processus de sevrage de la caféine dans lequel vous mélangez votre café régulier un peu avec du café décaféiné, puis vous variez votre ratio pendant un certain temps. Ça te fait plaisir. Donc, vous variez votre ratio pour finir par arriver à du déca tout le temps, et ainsi de suite. Donc, le café est exceptionnellement permis pour le défi.
Ce qui n'est pas permis, par contre, ce sont tout ce qui est autres infusions, donc thé, que ce soit le thé vert, le thé noir, les tisanes de toutes sortes, ce sont... ça arrive, je l'ai pas. Donc, les tisanes et tout ça, ce sont des infusions de végétaux et on veut vraiment pas consommer de ça. Maintenant, pourquoi l'alimentation carnivore? Ok, l'alimentation carnivore, c'est une diète d'élimination, comme ça le dit dans le texte, une diète d'élimination par excellence. L'alimentation carnivore va éliminer tout ce qui est les FODMAPs. Si vous voulez savoir c'est quoi les FODMAPs, vous pouvez le taper sur Internet. Le gluten, toutes les sources d'antinutriments. Qu'est-ce que les antinutriments? Pour les gens qui sont sur le groupe depuis longtemps, vous savez tous qu'est-ce qu'un antinutriment? Pour les personnes qui sont nouvelles dans le groupe ou qui sont nouvelles dans le contexte, dans le contexte de l'alimentation carnivore, qu'est-ce qu'un antinutriment? Je vous résume ça très rapidement. Pourquoi? Parce que, puis je vais en parler tantôt, sur la chaîne YouTube de Vivre Faible en glucides, il y a une vidéo dédiée exclusivement aux antinutriments, donc vous allez avoir plus de détails que ça. Mais rapidement, les antinutriments, quand on regarde les animaux ont quatre pattes pour pouvoir se sauver de leurs prédateurs. Ils ont des défenses, ils ont des mécanismes, une mâchoire, ils peuvent mordre, ainsi de suite. Donc, en résumé, tous les êtres vivants sur la planète, autant les animaux qui ont des pattes et tout ça, que les végétaux qui sont des êtres vivants, il n'y a aucun être vivant sur la planète qui ne possède pas de système de défense contre les prédateurs. C'est assuré. Pourquoi? Parce que la journée où vous retrouvez un être vivant sur la planète qui n'a pas de mécanisme de défense contre ses prédateurs, cette race-là va s'éteindre instantanément. C'est sûr et certain. Donc, comme j'expliquais, chez les animaux, les pattes sont des mécanismes de défense contre les prédateurs. Il va y avoir la morsure, il va y avoir des cornes, certains animaux, et ainsi de suite. Chez les plantes, ben, ils n'ont pas de pattes, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas se sauver de leurs prédateurs, ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas aucun autre mécanisme. Donc, chez les plantes, ce qu'on retrouve comme mécanisme de défense, c'est ce qu'on appelle une guerre une guerre chimique, plutôt. C'est des produits chimiques que les plantes vont produire, qui vont rendre le prédateur malade et qui va Seigneur, va faire que le prédateur ne voudra pas remanger de cette plante-là parce qu'il a été trop malade ou carrément qu'il va finir par mourir carrément. Donc, tu sais, comme par exemple, à l'intérieur des pépins de pommes, il y a de l'arsenic. C'est des doses minimes d'arsenic. C'est fait au départ contre les insectes qui vont aller tenter d'attaquer le noyau qui est dans le fond la graine de la pomme. Donc, l'arbre, le pommier, veut défendre sa graine pour être capable de se reproduire. Donc, il va sécréter de l'arsenic à l'intérieur du pépin. Pour une fourmi ou une bestiole très très petite, cette quantité d'arsenic-là va probablement être suffisante pour la tuer. Pour un être humain, pour nous, la dose ne sera pas mortelle comme telle, mais l'arsenic, c'est un poison qui va s'accumuler à l'intérieur du corps humain. Donc, si vous vous mettez à manger des quantités industrielles de pépins, vous allez finir par mourir d'un empoisonnement à l'arsenic. Et donc, comme j'expliquais, les antinutriments, c'est un paquet de produits comme ça, il y en a une tonne. Je ne passerai pas à travers, comme j'ai dit, il y a la vidéo pour le voir. Mais c'est un peu le concept. Les plantes ne produisent pas, exemple, de fruits pour nourrir les êtres humains ou les autres animaux. La plante va produire des fruits pour se reproduire. Donc, l'exemple de la pomme, c'est pourquoi la pomme est verte au départ? C'est parce que le fruit n'est pas mûr, donc la graine n'est pas prête à reproduire l'arbre. Et à partir du moment où la pomme va devenir rouge, ça va être justement pour qu'un prédateur la voie, aille la manger, pour manger la graine. Cependant, le prédateur, après ça, va se déplacer
et les produits chimiques contenus à l'intérieur de la pomme vont faire que le prédateur va excréter la graine avant de la digérer à 1 kilomètre de là, et donc le pommier va se reproduire de cette façon-là. C'est une méthode ingénieuse que la nature a trouvée pour que le pommier puisse déplacer ses graines plus loin, parce que si les si les graines développaient, poussaient euh, toujours à la base du pommier, ben, à un moment donné, les bébés pommiers mourraient de cette façon-là. Donc, oui, les humains, avec l'évolution, ont réussi à développer des mécanismes pour se protéger un peu des antinutriments. Certains sont naturels à l'intérieur du corps humain. D'autres, on a développé des mécanismes. Exemple, le trempage. On va faire tremper les noix pour éliminer les phytates puis les lectines que les noix contiennent. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs, le trempage, la cuisson, la fermentation aussi. C'est toutes des méthodes qui ont été développées pour éliminer ces ou minimiser l'impact que les antinutriments peuvent avoir sur nous. Cependant, certains humains peuvent développer des intolérances. Certains humains sont plus sensibles à ces antinutriments-là et on peut finir par développer des intolérances à ces antinutriments-là et certains encore plus que d'autres. Et ça peut finir par occasionner des problèmes de santé qu'on ne douterait même pas qui sont reliés à l'alimentation. Par exemple, les maladies auto-immunes. De plus en plus, on relie les maladies auto-immunes à la perméabilité de l'intestin. Vous avez tous entendu parler des problèmes que le gluten pouvait apporter. Le gluten, le problème avec le gluten, c'est que ça rend l'intestin poreux, donc vous vous ramassez avec des trous dans votre intestin. Quand les nutriments se ramassent dans l'intestin, certains d'entre eux peuvent passer, se ramasser à l'intérieur de la cavité abdominale et à ce moment-là déclenche une réaction immunitaire, une réaction du système immunitaire. Les macrophages vont s'emparer de ça, vont venir protéger le corps. Mais si vous continuez à consommer du gluten pendant des années, que votre intestin devient extrêmement poreux et que votre système immunitaire est tout le temps en réaction pour vous protéger, à un moment donné, le système immunitaire peut virer complètement fou et se mettre à attaquer votre glande thyroïde. Vous vous ramassez avec un Hashimoto, peut attaquer votre peau, vous ramassez avec de l'eczéma, peut attaquer ainsi de suite, un paquet d'organes comme ça, et vous vous ramassez avec une maladie auto-immune, et vous n'avez absolument aucune idée que le problème au départ vient du fait que vous avez consommé du gluten et que vous continuez à consommer du gluten. Donc, à ce moment-là, de passer à une alimentation carnivore comme ça va permettre d'éliminer tous ces antinutriments-là et vous pourriez, puis ça arrive, je vous le dis, à tous mes défis carnivores, j'ai eu des gens qui sont venus me voir, soit dans le groupe ou soit en privé, pour me dire, écoute, moi j'avais tel problème de peau, j'avais jamais, j'ai consulté, on m'avait dit qu'on ne savait pas c'était quoi, j'avais jamais pensé que ça pouvait être ma nourriture, j'étais top shape moi avec le céto, et j'ai essayé le carnivore pendant un mois et mon problème est disparu complètement. Fait que, donc, ça m'arrive constamment. Et je vous le dis, ça risque d'arriver dans ce défi-là aussi. Il y a des gens qui sont probablement cétos depuis longtemps, qui ont renversé toutes leurs conditions métaboliques, et ainsi de suite, et qui sont parfaitement satisfaits de où ils sont du point de vue de leur santé, qui vont faire le défi simplement pour juste le défi, participer, être dans le groupe et tout ça, et vous allez voir des améliorations sur des choses que vous ne pensiez jamais. Même, j'ai bien vu des gens qui ne pensaient pas avoir de problème en réalité, et finalement, en faisant le défi, ben, ils ont découvert que oui, il y avait peut-être un problème, il y a quelque chose qui s'est amélioré. Donc, oui, effectivement, Jennifer, l'arthrite, c'est une des choses qu'on voit souvent, des douleurs, tu sais, comme moi, j'ai 54 ans, je commence à avoir des fois des douleurs aux doigts, un peu, ces choses-là. Ben,
tu sais, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est à cause que, bon, je vieillis, j'ai pas le choix, j'ai un peu plus mal aux genoux, j'ai un peu plus. Et là, bang, ils vont faire le défi carnivore et ils vont avoir mal ou moins mal, puis ils vont faire comme, aïe aïe, c'est bizarre ça. Et à ce moment-là, ils vont découvrir que, ben oui, finalement, ils sont peut-être plus intolérants à quelque chose. Et très souvent, vous allez voir, c'est souvent à un aliment qu'on adore, qu'on va devenir intolérant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on va consommer beaucoup. Un exemple, quelqu'un qui consommerait énormément d'épinards. Son aliment préféré, c'était les épinards, manger des épinards tous les jours. Les épinards sont extrêmement élevés en oxalate. Donc, quelqu'un qui va consommer beaucoup d'épinards va consommer beaucoup d'oxalate et peut faire éventuellement des pierres aux reins. Les pierres aux reins sont reliées directement aux oxalates parce que les oxalates à l'intérieur de l'estomac vont se binder au fer, vont se binder au calcium et va créer des cristaux qui vont s'accumuler à l'intérieur des reins et peuvent faire des pierres aux reins, pierres à vessie et ainsi de suite. Donc, et voilà. Euh, Est-ce qu'il y a de la science derrière tout ça? Absolument, il y a de la science. Vous pouvez aller voir le document. Il y a beaucoup de gens qui vont voir des améliorations au niveau du SCI, le syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est maladie au niveau des intestins, de l'estomac, il y a des belles améliorations à l'intérieur de ça, mais ça peut être aussi au niveau du sommeil, ça peut être au niveau de l'humeur, et voilà. Il y a un paquet d'améliorations qu'on peut avoir. Maintenant, étant donné que vous ne mangez aucun fruit, aucun végétaux, que vous mangez des assiettes qui sont ternes, brunes, qui n'ont pas de couleur, vous n'aurez absolument aucune vitamine nécessairement. Et donc, vous allez mourir de carence, c'est sûr et certain. On sait bien que toutes les vitamines sont dans les fruits, dans les légumes. Bon, tout le monde sait que je blague présentement. Est-ce que vous allez avoir des carences en mangeant ça? La réalité, c'est que non seulement vous n'aurez aucune carence, mais vous risquez d'améliorer même ceux qui sont déjà en carence présentement, d'améliorer vos carences, tout simplement parce que en réalité, la viande, c'est de loin le nutriment dont les micro et macronutriments sont les plus biodisponibles pour l'être humain. Donc, quand vous mangez un steak, tous les nutriments qui sont à l'intérieur sont disponibles pratiquement à 100% pour nous. Vous pouvez toutes les métaboliser et c'est une des raisons pour laquelle vous allez voir, on a parlé dernièrement dans le groupe, vous allez voir que vous allez aller à la toilette beaucoup moins souvent et les volumes des transits vont être énormément diminués. Pourquoi? Parce que vous allez absorber à peu près tout. Il n'y a aucun, vous ne mangez pas de fibres qui sont des nutriments complètement inutiles dans le corps humain qu'on ne digère pas. Et donc, vous allez digérer tout ce que vous allez manger, ou presque, ce qui va faire que vous allez avoir très, très peu de déchets qui vont être excrétés. Ensuite, la viande contient l'ensemble de tous les micronutriments qu'on a besoin, toutes les vitamines, incluant la vitamine C. La viande en contient un peu, en contient des traces et la vitamine C, vous avez besoin de traces seulement, vous avez besoin de très très peu de vitamine C lorsque on ne consomme plus de glucose. Pourquoi? Parce que le glucose et la vitamine C sont en compétition pour les mêmes transporteurs au niveau cellulaire. Et quand vous arrêtez de manger du glucose, vous n'avez pas besoin de consommer autant de vitamine C pour que la vitamine C puisse entrer à l'intérieur de vos cellules. Encore une fois, ça c'est un sujet qui est couvert dans une des vidéos de la chaîne YouTube, donc je vais passer rapidement là-dessus. Mais la réalité, c'est ça. Et non seulement ça, dans les végétaux, comme je l'expliquais, il y a des imiteurs, exemple, il y a un antinutriment qu'on appelle un inhibiteur de protéase, qui est une molécule qui va se lier à certaines protéines
et qui vont empêcher votre corps de métaboliser les protéines que vous consommez. Donc, quand vous mangez, exemple, euh, une salade avec votre steak, ben, il y a des inhibiteurs de protéase dans votre salade qui vous empêchent de métaboliser certaines des protéines à l'intérieur de votre steak. Ce qui fait que à ce moment-là, vous ne pouvez pas métaboliser 100% des protéines de votre repas. Vous nuisez à votre absorption. Un autre excellent exemple de ça, c'est le fer. Souvent, on va dire, hein, on a vu Popeye, le vrai marin, qui mangeait ses épinards et qui devenait extrêmement fort. Pourquoi? Parce que les épinards contiennent du fer et contiennent beaucoup de fer. Le problème, c'est que le fer dans les épinards, c'est pas du fer hémique. C'est un type de fer végétal qu'on ne peut pratiquement pas utiliser. Et non seulement ça, mais dans les épinards, comme je l'expliquais au préalable, ça contient des oxalates qui vont se lier dans l'estomac avec le fer et qui va vous empêcher d'absorber ce fer-là qui est déjà pas très bon pour l'être humain au départ, qu'on ne peut pratiquement pas utiliser. Ce qui fait qu'au final, le fer dans les épinards, l'être humain va absorber moins de 1% du fer qui est contenu dans les épinards. Tandis que si vous mangez un steak, vous allez absorber entre 25 et 45% du fer qui est contenu à l'intérieur de votre steak. Et si vous mangez du foie, c'est encore plus élevé que ça. Donc, il y a un paquet d'exemples comme ça qui fait qu'au final, non seulement vous n'aurez pas de carence, mais vous allez améliorer votre taux de fer, votre ferritine, vous allez améliorer le nickel, vous allez améliorer un paquet de nutriments comme ça. La vitamine A aussi, qui est un exemple que j'aime donner parce que souvent les gens vont vous dire la vitamine A, qui est la vitamine qui est bon pour les yeux, qu'on a besoin pour notre vision. Ils vont vous dire manger des carottes parce que c'est bon pour la vue, parce que les carottes, ça contient de la vitamine A. Et c'est faux. La carotte ne contient aucune vitamine A. La carotte contient des bêta-carotènes. La bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A. Ça veut dire que quand je mange une carotte, je vais manger des bêta-carotènes, mon corps pourrait faire la conversion entre la bêta-carotène vers de la vitamine A, et donc à ce moment-là, j'aurai de la vitamine A. Mais cette conversion-là n'est pas instantanée, n'est pas automatique. Donc, si j'ai des carences autres, c'est possible que cette réaction chimique-là ne se produise pas et donc que je tombe en carence de vitamine A. Si vous mangez du foie de veau, vous allez avoir des milliers de fois de plus de vitamine A que si, parce que le foie de veau contient carrément de la vitamine A. Et certains foies d'animal en contiennent tellement, comme exemple du foie d'ours polaire. Vous ne pouvez pas manger le foie d'ours polaire parce que vous allez vous empoisonner à la vitamine A tellement le foie d'ours polaire en contient. Ce qui fait que vous allez aller chercher directement tous les vitamines et minéraux dont vous avez besoin avec cette alimentation-là. Donc, aucune crainte d'avoir des carences. Après ça, qu'est-ce que vous pouvez manger? Idéalement, OK? L'alimentation carnivore doit être faite sur la base de votre alimentation doit être de la viande rouge, de la viande de ruminants, on parle de bœuf, on parle d'agneau, et ainsi de suite. OK? La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est tout simplement parce que quand on regarde de la viande rouge, la viande de bœuf, et mettons qu'on comparait un steak d'humain à un steak de bœuf, OK, la composition des deux steaks serait pratiquement identique. Ça veut dire que les ratios de protéines, les ratios de lipides, quand on parle souvent, les gens ont tendance, bon, du gras, c'est du gras. Et la réalité, c'est que du gras, c'est pas juste du gras. Dans du gras, exemple, dans du gras d'un steak, le gras de bœuf, ben, le gras de bœuf, ça contient des oméga 3, ça contient des oméga 6, ça contient des oméga 9 dans certains ratios. Okay? Donc, quand on parle d'un lipide, d'un gras, c'est rarement la version, mettons, un C18, un acide linoléique, exemple, qui serait pur. C'est jamais ça, à moins que ça ait été raffiné par une usine, c'est jamais ça. Quand je mange
Quand je mange du gras de bœuf, je mange l'ensemble des lipides qui est contenu à l'intérieur de ce gras-là, donc c'est un ratio. Et ce ratio-là, c'est le ratio qui ressemble le plus au gras de l'être humain. Ça veut dire que si je prendrais du gras d'un être humain, ben, je ne retrouverais pas juste des gras saturés. Il y aurait des gras saturés là-dedans, il y aurait des gras monoinsaturés, des gras polyinsaturés, et ainsi de suite. C'est la même chose au niveau du bœuf. Ce qui fait que les ratios du bœuf sont très, très proches de nous. Souvent, on va dire, on va lire que les oméga 6, c'est un gras qui est un lipide qui est inflammatoire. Et c'est pas vrai. Oubliez ça, c'est pas vrai. Les oméga 6 ne sont pas inflammatoires. Les oméga 6 vont participer à la réaction inflammatoire. Donc, si, exemple, je me coupe, OK? Ou je me tords une cheville. Bon, je me suis tordu une cheville, la cheville va gonfler. Pourquoi? C'est une réaction inflammatoire. Ce que le corps va faire, c'est qu'il va créer un milieu qui va favoriser la guérison, va augmenter la quantité d'eau, va envoyer le système immunitaire et ainsi de suite, des gras, des lipides pour réparer les structures et tout ça. Donc, toute cette réaction-là, c'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. Et les oméga 6 vont participer à ça énormément. Ce qui veut dire que si je n'ai pas de raison d'avoir une réaction inflammatoire, ben, je ne ferai pas d'inflammation parce que je consomme des oméga 6. Mais on n'a pas besoin d'une très grande quantité d'oméga 6. Et si je consomme une alimentation nord-américaine, la fameuse SAD, Standard American Diet, dans laquelle je consomme un paquet de produits transformés, que je consomme 600-800 grammes de glucides par jour, que mon taux d'insuline à jeun est extrêmement élevé, et ainsi de suite, que je suis résistant à l'insuline, ben, tout ça fait que je suis en inflammation chronique. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, plus je vais manger d'oméga 6, plus je vais consommer d'oméga 6, plus je vais favoriser cette réaction inflammatoire-là. Mais est-ce que c'est les oméga 6 qui sont la cause de ça? Absolument pas. C'est la réaction inflammatoire en ce moment est parfaitement normale. C'est le corps qui cherche à se protéger de, de votre alimentation à ce moment-là qui est complètement déséquilibrée par rapport à ce qu'il aurait besoin réellement. Donc, je reviens à tout ça. L'idée, c'est de manger du bœuf idéalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont consommer du porc et qui peuvent avoir des réactions, des intolérances au porc éventuellement. Pourquoi? Parce que le porc, c'est une viande dont les ratios de nutriments, de lipides, entre autres, euh, sont complètement tout croche par rapport à ce que nous, on a besoin. Entre autres, le gras de porc, le gras de bacon, contient énormément d'oméga 9. Les oméga 9, c'est les fameux monoinsaturés qui sont supposément tellement bons dans l'huile d'olive. Donc, quand les gens vous disent Hey, mange pas de bacon, c'est pas bon pour ta santé, prends de l'huile d'olive à la place, c'est un meilleur gras. Mais la réalité, c'est que non. L'huile d'olive contient un ratio plus élevé d'oméga 9 que, excusez-moi, le bacon, le gras de bacon, le gras de porc contient un ratio d'oméga 9 plus élevé que l'huile d'olive. Ce qui fait que si vous voulez manger du oméga 9 parce que c'est bon pour votre santé, mangez du bacon à la place, c'est encore mieux de cette façon-là. Mais donc, comme j'expliquais, effectivement, il y a des gens qui vont consommer du porc et qui peuvent se sentir un peu mal. Donc, l'idée au départ, c'est vraiment d'avoir le bœuf à la base. Après ça, au niveau des viandes, il y a des gens qui me disent souvent Hey, l'alimentation carnivore, c'est redondant. Je mange toujours la même chose. Écoutez, vous pouvez manger du bœuf, du veau, de l'agneau, du porc, du poulet, du canard, le bacon, le lapin, du bison, de la dinde, mais là-dedans, après ça, vous pouvez manger du kangourou, vous pouvez manger toutes les viandes. 98% des protéines de source animale sur la planète sont comestibles pour l'être humain. 98% des végétaux sont toxiques pour l'être humain, ne sont pas comestibles. D'après vous, qu'est-ce qu'on devrait manger? Après ça, vous avez les fruits de mer, le saumon, tous les poissons gras, les poissons d'eau froide, le saumon, le thon. Vous mangez des sardines, de la morue, des crevettes, des huîtres, du crabe, du homard, des moules.
Après ça, au niveau des lipides, le beurre, le ghee, le suif, le lard, le gras de canard, le gras de bacon, la moelle. La moelle, c'est un aliment extrêmement bon. Et tous les autres gras animaux que vous pouvez avoir. Après ça, les œufs, la couenne de porc, le jerky de bœuf, du bilang de bœuf, du bouillon d'os, tous les bouillons poulet, bœuf. Les charcuteries sont excellentes, la saucisse, les cretons, cependant, charcuterie, saucisse et cretons, attention. Ceux qui sont commerciaux vont contenir souvent des agents de remplissage comme de la farine de blé et ainsi de suite. Donc, allez vers des charcuteries qui contiennent aucun agent de remplissage idéalement pas trop de sucre. Souvent, on va voir dans les ingrédients de la charcuterie du sucre, du glucose, du dextrose, ces choses-là. Ça, c'est un sucre qui a été inséré là pour la période de cure. Après ça, ça va être lavé. Donc, à ce moment-là, il ne reste plus, comme exemple sur le bacon, on va laver le bacon avant de le fumer. Donc, il n'en reste plus de sucre à l'intérieur. C'est juste des traces, c'est minime. À ce moment-là, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je regarde au niveau de l'ingrédient. Et si l'ingrédient est à la fin complètement de la liste, ça veut dire que la quantité est extrêmement minime. Donc, c'est quelque chose que je vais me permettre à ce moment-là. Mais il y a aussi d'excellentes recettes. Vous pouvez faire vos charcuteries dans le groupe français Causerie Cétogène, le groupe de Matécha. Matécha fait elle-même ses charcuteries. Vous pouvez lui demander des conseils. Ça a l'air extrêmement bon. Moi, je fais mon bacon pour l'instant. Éventuellement, mais qu'il y ait 26 ou 27 heures dans une journée, je vais essayer de commencer à faire mes charcuteries moi-même. Mais bon. Et après ça, il y a les fameux débats sur les abats. Est-ce que je devrais consommer des abats ou pas? La question, c'est si vous aimez les abats, go, ce sont des excellents, ce sont des top nutriments. Si vous détestez les abats, vous n'êtes pas obligé d'en consommer. Vous pouvez être en top santé sans consommer d'abats. Comme j'ai expliqué, il y a des gens qui mangent céto, qui mangent aucun abat, qui sont top santé. Si vous voulez faire le test durant le défi, excellent, il y a d'excellents trucs ou recettes pour aimer. Comme exemple, ça me fait plaisir quand même pour la charcuterie. Exemple, le foie de veau. Je le dis souvent, le foie de veau, le truc, j'adore le foie de veau. Dans les foies, le foie de veau, le foie de bœuf, le foie de porc, le foie de porc, c'est le pire, c'est le plus difficile à manger parce que le goût âcre est très très présent. Le foie de bœuf est beaucoup moins pire. Le foie de veau, c'est celui qui a le goût le plus doux au niveau du goût âcre que les gens n'aiment pas. Vous pouvez faire tremper votre foie de veau dans de la crème 35% pendant 15 à 20 minutes avant de le consommer, avant de le faire cuire nécessairement. Et le foie de veau, vous le faites cuire, faites cuire des tranches de bacon. OK? Et après ça, vous faites cuire votre foie de veau dans le gras de bacon dans votre poêle. Et le foie de veau doit être cuit rosé. Pas de la semelle de botte, c'est pas mangeable, doit être cuit rosé. Ça veut dire que quand vous coupez votre foie de veau, vous devriez voir un peu d'hémoglobine perlée un peu encore à l'intérieur. Et quand vous le mangez, prenez vos 3-4 premières bouchées. Oui, le foie de chevreuil, c'est excellent aussi. Vous prenez vos bouchées avec une bouchée de bacon en même temps. Et le goût du bacon avec le goût du veau est complémentaire. Donc, vous allez voir 3, 4, 5 bouchées comme ça, toujours avec une tranche de bacon avec. Oui, les lomos, ça j'en faisais avant, puis je vais recommencer à en faire, qui est vraiment, vraiment excellent, ça aussi. Donc, vous pouvez, ça c'est une façon de manger du foie de veau. L'autre chose, une autre façon, c'est que vous pouvez aussi hacher votre foie de veau ou votre foie de veau, foie de porc, foie de bœuf, le hacher dans de la viande hachée aussi, le mélanger avec de la viande hachée et faire vos boulettes de cette façon-là. Donc, vous allez manger du foie sans vraiment le goûter à l'intérieur de votre viande. Ça, c'est une autre façon. Après ça, il y a le foie de morue. Foie de morue, attention de prendre du foie de morue qui n'est pas
dans de l'huile de soya ou dans de l'huile scrap comme ça. Mais du foie de morue, ça a un goût très, très doux. C'est vraiment excellent pour la santé. C'est très bon au goût. J'adore ça. Les foies de poulet, on peut faire oui, on peut faire aussi du pâté de foie gras. Il y avait une recette dans le livre Vive le bacon, là, le tome 1, puis je pense le tome 2 aussi, il y avait la recette dans laquelle vous faites cuire vos foies de poulet dans la poêle et vous les mélangez. Après ça, vous les passez au robot oui, avec le vinaigre de cidre, absolument. Oui, le vinaigre de cidre, Carla, est autorisé. Le vinaigre de cidre de pomme, c'est une zone grise aussi. Vous pouvez consommer ça dans le défi carnivore, il n'y a aucun problème. Donc, je disais, oui, c'est ça, vous pouvez faire du pâté de foie gras avec des foies de poulet que vous faites revenir, vous faites cuire dans le beurre, et après ça, vous passez vos foies de poulet au robot avec du beurre. Et ça va vous faire un pâté de foie gras qui est vraiment excellent. Dans la recette du livre, il y avait des oignons, si on les oublie, mais il y avait mettre un peu de cognac, je pense. On mettait une goutte de cognac aussi à l'intérieur. Ça fait que foie de veau, hacher un steak, oui, exactement. Donc, c'est ça. Fait qu'au niveau, le boudin aussi, attention les boudins. Beaucoup de boudins commerciaux contiennent beaucoup de glucides. Donc, à ce moment-là, demandez à votre boucher de faire du boudin sans sucre. Euh, Faire un pâté de foie maison, absolument. Vous pouvez faire un pâté de foie maison, c'est très bon, comme j'ai expliqué avec le foie de poulet. Le foie de poulet, c'est excellent pour faire ça. Il y a le riz de veau, il y a de la cervelle aussi pour les gens qui sont un peu plus aventureux. Vous pouvez tester la cervelle. La cervelle, c'est un excellent aliment. Donc, vous pouvez, et n'oubliez pas, nous avons aussi un groupe séparé qui est un groupe de recettes carnivores qui est, et là je m'excuse, hein, c'est Ma vie en carnivore. On va leur publier à l'intérieur du groupe Ma vie en carnivore. C'est un groupe de recettes exclusivement carnivores. Et vous pouvez même, il existe des recettes de pâtes carnivores, il existe des recettes de toutes sortes de choses, de pain, c'est ça, de pâtes, de pain carnivore. Écoutez, les recettes de carnivores, c'est vraiment, j'en parlais tantôt, Carla, au niveau de l'alcool. C'est vraiment très complet. Fait que vous pouvez avoir, c'est faux de dire qu'en carnivore, on a une alimentation qui est redondante parce que si vous voulez, vous pouvez faire un paquet de recettes, vous pouvez avoir une très grande variété au niveau de l'alimentation. Ce qui est vrai, par contre, c'est que les gens finissent souvent par apprécier énormément, énormément la simplicité de mettre un steak dans le poêlon, de se faire 2 œufs au miroir, mettre ça dans l'assiette et de manger ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui finissent par juste ne pas se casser la tête et manger un steak et ainsi de suite. Ensuite de ça, comment manger? Au niveau de la fréquence, idéalement, l'idée, c'est de faire encore, oui, dans les secondes. L'alcool, j'en parle à la fin. Les compléments alimentaires aussi, je vais en parler à la fin. Donc, comment vous devriez manger la fréquence? C'est idéalement, vous continuez votre jeûne intermittent. Vous allez voir que, étant donné la très grande densité nutritionnelle de l'alimentation carnivore, vous allez probablement finir par ne pas avoir faim pour consommer 2 repas par jour. OK? Donc, si vous n'avez pas faim pour consommer 2 repas par jour, ben vous en consommez juste un et il n'y a aucun problème avec ça. L'important dans les hommages, je l'ai dit tout le temps, c'est si ça vient de la tête, parce que vous faites hommage parce que vous voulez casser un plateau et ainsi de suite, vous avez faim. Et la clé là-dedans, c'est si vous avez faim, que vous faites hommage quand même, à ce moment-là, maximum 3 jours. Cependant, si c'est parce que vous n'avez pas faim pour manger, OK? Et la règle, c'est tout le temps ça. On ne mange jamais quand on n'a pas faim. Donc, si vous faites hommage parce que vous n'avez pas faim pour manger 2 repas par jour, vous pouvez faire hommage aussi longtemps que vous le voulez.
Je fais au maths 99,9% du temps. Je ne mange qu'un repas par jour et la plupart du temps que je mange 2 repas, c'est parce que c'est plus par gourmandise. C'est un dimanche, j'ai le goût de manger, mais je n'ai pas réellement faim. Pourquoi? Parce que quand je mange extrêmement dense. Je mange un gros steak avec 2, 3 œufs. Souvent, je vais accompagner ça par une viande supplémentaire, donc avec un morceau de saumon, avec un morceau de poulet, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, la densité nutritionnelle de ce que je mange va me satisfaire pendant 24 heures et j'ai pas besoin de remanger avant 24 heures. Donc, fréquence, jeûne intermittent, vous pouvez manger le midi, vous pouvez manger le soir, et ainsi de suite. C'est à votre goût. Au niveau des quantités, après ça, dans le document, j'explique un peu pour estimer vos besoins. OK? Mais comme j'ai expliqué souvent, gang, la seule application, le seul calcul qui est valable, c'est l'application qu'il y a entre vos deux oreilles. Donc, quand on calcule, exemple, 1,5 g de protéines par kilogramme de poids réel, pas votre poids, que, tu sais, je pèse 90 kg, mais je souhaiterais en peser 60 kg, donc je vais calculer mes protéines sur 60 kg. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous pesez 90 kg, vous avez une masse musculaire qui est relative à 90 kg et c'est ça que vous devez entretenir. Vous ne devez pas entretenir une masse musculaire qui est relative à 60 kg quand vous pesez 90 kg. Donc, à ce moment-là, c'est toujours, le calcul des protéines doit toujours se faire en fonction de la masse réelle, de votre poids réel. Donc, oui, on peut calculer 1,5. Là, les gens vont me dire, oui, mais là, j'ai calculé 1,5, ça me donne, exemple, je pèse 60 kilos, ça me donne 90 grammes de protéines, mais là, présentement, j'ai adopté l'alimentation carnivore, puis j'ai pas faim pour manger 2 repas, j'ai juste faim, vraiment juste faim pour manger un repas, puis même des fois, j'aurais même pas faim pour manger ce repas-là presque. Et donc, dans ce repas-là, je ne suis pas capable de manger 90 grammes de protéines, j'en mange juste 70. C'est-tu grave? Vas-tu perdre ma masse musculaire? La réponse, c'est non. Si vous n'avez pas faim pour manger vos macros dans leur entièreté, c'est parce que votre corps n'en a pas besoin. Donc, à partir du moment, votre corps ne veut pas mourir. Il ne va pas vous laisser mourir. Le corps déteste perdre de la masse musculaire. Le but d'un être vivant, c'est d'accumuler de la masse musculaire. Okay? Et donc, votre corps ne veut pas perdre de masse musculaire. Ce qui fait que si vous ne consommez pas suffisamment de nutriments pour maintenir votre masse musculaire, votre corps va vous rappeler à l'ordre. Votre corps va exiger que vous mangiez pour pouvoir euh, combler, combler le manque et maintenir votre masse musculaire. Donc, si vous n'avez pas faim, c'est votre corps qui vous envoie le signal de dire, hey, le grand, j'ai pas faim parce que j'ai tout ce que j'ai besoin présentement. Et en plus de ça, j'aurais des réserves à brûler parce que j'en ai un peu de trop. Donc, donne-nous pas de bouffe, j'ai pas besoin de rien. C'est tout, tout ce qui est marqué là, c'est juste pour avoir un guide, vous donner une idée de ce qu'est une assiette carnivore pour vous. Calculez un peu, grosso modo, vos protéines et la quantité de lipides qui devraient venir avec ces protéines-là. Mais après ça, vous mangez à votre faim. Carrément. C'est toujours ça. À la fin, c'est votre faim qui doit faire foi de tout. OK? Pas une application, pas un calcul scientifique, pas une étude, pas un nutritionniste. Ce qui doit faire foi de tout, c'est votre appétit. OK? Défini. Et la satiété, attention à ça. Oui, attention à la satiété. Les gens disent, ouais, mais moi, la satiété, je la ressens pas, et ainsi de suite. La satiété, c'est pas nécessairement se sentir plein.
OK? La satiété, c'est la capacité de passer d'un repas à l'autre sans avoir faim. Donc, de satisfaire nos besoins d'un repas à l'autre. C'est ça la vraie satiété. Il y a des gens qui vont se faire une assiette, qui vont manger, qui peuvent avoir un petit peu faim à la fin de l'assiette, mais qui passent très bien d'un repas à l'autre. Donc, leurs signaux de faim et de satiété sont un peu tout croche. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent chez des gens qui ont fait des régimes hypocaloriques pendant des années, qui ont eu des problèmes de surpoids et ainsi de suite. Donc, qui ont vu leurs signaux de faim et satiété tout déréglés comme ça. Et avec l'alimentation carnivore, c'est quelque chose qui finit par se replacer assez souvent. Donc, fiez-vous à votre instinct. Si vous ne ressentez pas ça, puis que vous pensez que vous mangez un peu trop, vous pouvez faire le test de préparer votre assiette et de la diviser en deux. Vous mangez juste la moitié, vous mettez l'autre au frigo, et vous voyez après ça si vous réussissez à passer d'un repas à l'autre sans avoir faim. Si vous avez faim en plein milieu, en plein après-midi, ça veut dire que vous n'avez pas assez mangé. Si vous passez très facilement d'un repas à l'autre, bien, ça se peut qu'à ce moment-là, vous mangez un peu trop. Vous pouvez à ce moment-là diminuer un peu vos portions et rester à l'écoute de vos signaux de faim et satiété. Ensuite, est-ce que on doit absolument manger au niveau des lipides. Le strict minimum, OK, c'est 1 pour 1. Donc, 1 gramme de lipides par gramme de protéines. Et je vous le dis, c'est juste un strict minimum de sécurité. C'est pas ce que vous devriez viser. Et non plus pour la perte de poids, pour les gens qui font ça pour la perte de poids, le fait de manger moins de lipides ne va pas vous aider à perdre du poids. OK? Oubliez ça, sortez-vous ça de la tête, c'est totalement faux. Le gras ne vous fait pas engraisser. OK? Donc, vous devez idéalement viser, grosso modo, un ratio de 1,5 g de lipides par gramme de protéines. C'est une question de sécurité, mais c'est aussi une question de thriver en anglais, je m'excuse, qui se traduit par prospérer, là, mais bon, pour être en santé, avoir de l'énergie, votre énergie vient des lipides. À ce moment-là, vous avez besoin d'être autour de 1,5. Et est-ce que vous avez besoin de le calculer? La réponse est non. Il y a un truc au niveau des calculs. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans parce que j'ai déjà dépassé ce que je voulais faire de long et je vais prendre des questions. Donc, vous irez voir le document sur le site où ce qu'on explique comment calculer, mais grosso modo, dans votre assiette, il devrait avoir une flaque de gras dans le fond de votre assiette pour que vous puissiez tremper chaque bouchée à l'intérieur dans le gras pour vous le mettre dans votre bouche. Si vous trempez votre bouchée à chaque fois dans le gras et vous mettez dans votre bouche, vous allez avoir le bon ratio. Surtout, spécialement, si vous mangez des viandes grasses, idéalement, allez vers du gras. Comme exemple, un steak, ben, les steaks avec le blanc, que vous voyez le persillage dedans, ça c'est l'idéal. Si vous mangez, mettons, roast beef français ou un steak, c'est ça, un beefsteak français, là où ce que vous ne voyez pas de gras dedans, rajouter un peu plus de beurre. Attention aux viandes comme le lapin ou le poulet, qui sont des viandes qui ne sont pas grasses. Si vous mangez du poulet, évitez la poitrine, allez vers plus les cuisses, mangez la peau parce que le gras est avec la peau et rajoutez beaucoup de beurre sur le poulet et ainsi de suite. Donc, l'important, c'est le fameux 1.5. 1.5, puis ça, je m'étais pris une note pour en reparler tantôt, je vais en reparler tantôt. Juste finir le guide, la composition, je viens d'en parler. Mélangez vos viandes, ça va vous faire des assiettes un peu moins redondantes. Les électrolytes, OK? Un point extrêmement important, c'est les électrolytes.
très souvent, bon, comme j'expliquais tantôt, l'alimentation carnivore, c'est une alimentation cétogène, donc votre insuline à jeun va diminuer, l'aldostérone va baisser, vous allez recapturer moins de sodium, vous allez uriner plus souvent, et donc à ce moment-là, vous risquez, allô Véronique, ce ne sera pas long, je vais te répondre tantôt, euh, vous risquez d'avoir des symptômes de manque de sodium. À ce moment-là, vous rajoutez du sodium. Cependant, très souvent chez les carnivores, les besoins en sodium peuvent diminuer vers la fin du défi. OK? Donc, vous devez être sensible à ça. Si vous avez de la diarrhée dans le carnivore, puis on va y arriver au transit, ça s'en vient après. Mais si vous avez de la diarrhée, diminuez un peu votre sodium. Si vous avez mal à la tête, vous manquez d'énergie, vous augmentez un peu votre sodium. La gestion du sodium, des électrolytes, c'est un peu la même chose qu'en cétogène, donc c'est pas tellement compliqué. La plupart des gens vont, sont conscients de tout ça. Problème de transition, OK? La raison pour laquelle on le fait 30 jours, c'est que vous devez, à partir du moment où vous tombez carnivore, votre microbiote va se transformer tranquillement. Il y a des bactéries à l'intérieur de votre microbiote qui consomment les fibres, qui s'alimentent de fibres, qui convertissent en butyrate et en acétate et ainsi de suite. Et à ce moment-là, étant donné l'absence de fibres de votre nouvelle alimentation, ces bactéries-là vont, à un moment donné, au départ, tomber en dormance. Et après un certain temps, ils vont mourir. Et c'est ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que on veut qu'il y ait des bactéries qui vont manger des acides aminés, qui vont digérer des acides aminés, qui vont prendre la place des bactéries qui mangeaient de la fibre avant. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut que notre flore intestinale, notre microbiote change complètement. Et ça prend généralement 45 jours, OK, à se produire. C'est sûr que, et puis ça, c'est l'importance d'être très strict durant le défi, et c'est la raison pour laquelle on ne recommande pas les épices. Parce que vos bactéries qui mangent normalement des fibres, OK, quand ils tombent en dormance, après 2 semaines, ils sont en dormance. Et là, vous dites, bah, je vais mettre un peu de persil sur mon steak. C'est pas grave, un peu des petits flocons de persil, c'est pas grand-chose. Mais ça peut être, ça reste des végétaux. Et ça peut être suffisant pour permettre aux bactéries qui étaient en dormance, qui étaient sur le bord de mourir, de survivre et de scraper votre processus d'adaptation à ce moment-là. OK? Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'être strict durant le défi, le plus strict possible, pour éviter ça. Donc, tu sais, juste prendre un brocoli, dire, ah, je prépare le repas pour prendre un brocoli, et après ça, si vous vous sentez mal dans votre carnet, parce que c'est possible durant, spécialement les 2 premières semaines, que vous vous sentiez mal, OK? Parce que votre système va se réadapter à tout ça. OK? L'acidité de votre estomac va augmenter, le pH va diminuer, donc le taux, ça va devenir plus acide à ce moment-là, ça peut être mélangeant pour les gens. OK? Et il va y avoir un paquet d'adaptations qui vont se produire comme ça dans votre corps. Et si vous mangez juste un brocoli, vous risquez de casser ça et de faire, d'étirer la période dans laquelle vous allez vous sentir mal. Okay? Généralement, je vous dirais, c'est durant les 2 premières semaines. Il y a le transit intestinal. OK? Certaines personnes peuvent ressentir de la constipation au début. Si vous êtes constipé, vous augmentez l'eau, vous augmentez le sel et vous augmentez les lipides. Dans le carnivore, ce sont les lipides qui lubrifient l'intestin. Okay? Cependant, attention, attention, la constipation, c'est pas le fait de ne pas aller à la toilette, à la selle pendant 2 ou 3 jours. Ça peut être parfaitement normal. Pour avoir de la constipation, il faut avoir des symptômes. Okay? Donc, il faut être vraiment difficulté à expulser, ballonnement, douleur au niveau de l'abdomen et ainsi de suite. Si vous n'avez aucun symptôme, c'est simplement parce que vous produisez moins de déchets, donc vous n'êtes pas constipé. J'ai vu des gens
qui ont adopté l'alimentation carnivore, qui vont à la toilette maintenant une fois toutes les 3, 4, 5 jours. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui, pour ceux qui vont ressentir de la constipation, bon, en ajoutant un peu de sel, d'eau et de gras, normalement, ça prend quelques jours à se placer. Le contraire peut être vrai aussi. Il y a des gens qui peuvent avoir la diarrhée. Si vous avez la diarrhée, diminuez un peu l'eau, diminuez un peu le sel. Vous pouvez même des fois diminuer un peu le gras si vous mangez beaucoup de gras. Après ça, rapidement, le type de viande. Est-ce que vous devez manger de la viande bio, nourrie à l'herbe, tuée un jour de pleine lune, flattée dans le sens du poil et ainsi de suite? La réponse, c'est non. La différence entre une viande bio nourrie à l'herbe versus une viande commerciale, ça va être principalement au niveau des ratios d'oméga 3, oméga 6. Cette viande nourrie au grain, la viande va avoir un ratio d'oméga 6 un poil plus élevé que celle qui va être nourrie à l'herbe. Ça reste une viande d'excellente qualité. Oubliez les histoires du moins en tout cas au Canada, puis même en Europe maintenant, d'hormones d'hormones de croissance dans la viande, ces choses-là. Il y a des réglementations qui sont rendues sévères maintenant. Et donc, c'est plus un problème sur ce côté-là. Mais si vous avez les moyens de vous taper de la viande nourrie à l'herbe, flattée dans le sens du poil et toute la kit, allez-y. Là. Moi, je ne suis pas contre la vertu, j'ai aucun problème avec ça. Mais si vous avez simplement les moyens de manger de la viande qui vient de l'épicerie régulière, allez-y avec ça. Vous allez voir quand même une amélioration au niveau de votre santé. Est-ce que est-ce que vous allez développer des maladies cardiovasculaires? Est-ce que vous allez développer le cancer du côlon? Est-ce que vous allez mourir dans d'atroces souffrances en mangeant de cette façon-là? Parce que l'Organisation mondiale de la santé vous a dit que vous allez mourir. La réponse, c'est non. Allez voir le document, j'ai cité des dizaines d'études qui disent le contraire. Écoutez, si la viande serait mauvaise pour votre santé, on ne serait pas là pour en parler parce que la race humaine serait disparue depuis 3 millions d'années. Okay? On a évolué pendant 3 millions d'années en mangeant de la viande. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais là, 150 000 ans, l'espérance de vie, c'est de 45 ans. C'est pas parce que tout le monde mourait à 45 ans. L'espérance de vie, c'est une statistique, c'est un calcul de moyenne. Là, 150 000 ans, le taux de mortalité à la naissance, c'était, oui, c'était 45%. Ça veut dire qu'un enfant sur deux pratiquement mourait avant l'âge de 1 an. OK? Et il mourait de quoi? Il mourait de blessures, il mourait qu'il avait été attaqué par des animaux sauvages, et ainsi de suite. OK? Il ne mourait pas de diabète de type 2. Là. OK? Donc, et on sait très bien que si vous aviez la chance de survivre jusqu'à 1 an, puis d'atteindre l'âge adulte, ou même 12, 13, 14 ans, vos chances de vivre jusqu'à 60, 70 ans, 75 ans, d'un point de vue santé, étaient excellentes. Okay? On n'appelle pas le cancer, le diabète, l'Alzheimer des maladies modernes pour rien, parce que c'est des maladies qui existent depuis 125 ans. OK? Depuis que l'homme est rendu moderne. C'est des maladies qui n'existaient pas avant. Pas parce qu'on n'était pas capable de les diagnostiquer, parce qu'une tumeur dans un estomac, ça fait des centaines d'années qu'on sait c'est quoi. Tout simplement parce que ça n'arrivait pas. OK? Donc, oui, ils ont découvert des hommes des cavernes ou des squelettes d'hommes de cavernes qui avaient 70 ans, 75 ans. Et souvent, quand il analysait pourquoi il était mort parce il s'était blessé puis il était mort de septicémie, ou bien il avait été attaqué par un autre puis il avait reçu un coup de roche à la tête, fracture du crâne et ainsi de suite. Mais les gens
nos ancêtres ne décédaient pas de diabète de type 2. Il n'y avait pas d'épidémie de diabète de type 2 à ce moment-là. Il n'y avait pas de cancer et il n'y avait pas de tout ça. OK? Donc, au niveau de la santé, vous irez voir, il y a un paquet d'études. Donc, ça résume tout ça. Maintenant, dans les points que je voulais faire avant de commencer à répondre aux questions, OK, oui, c'est ça. Il y avait, bon, vous avez comme outil, vous avez le guide. Ensuite de ça, vous avez la chaîne, OK? Sur la chaîne, il y a toutes les vidéos il y a deux playlists, OK? Du défi carnivore 2022. OK? Donc, dans le défi carnivore 2022, et il y a la playlist du défi carnivore 2021. OK? 2022, 2000, c'est ça, 2023, c'est cette année. Donc, dans le 2021, vous avez une vidéo spécifiquement sur les protéines, l'importance des protéines, pourquoi les protéines ne se transforment pas en gâteau au chocolat, pourquoi ça ne se transforme pas en glucose nécessairement, et ainsi de suite. Vous avez une vidéo spécifiquement là-dessus. Vous avez ensuite aussi une vidéo spécifiquement sur les antinutriments. OK? Je reviens à Maude là-dessus. Vous pouvez commencer à mettre vos questions. Je vais remonter la discussion pour aller voir les questions ensuite. Donc, vous avez ça. Il y a une troisième vidéo. Je ne me souviens plus c'était quoi le sujet de celui-là. Mais bon. Après ça, dans l'autre playlist, vous avez ah oui, la qualité des aliments et des principes ancestraux. OK? Et ça, c'est une vidéo qui est super importante dans laquelle je vais parler du cru, puis je vais sûrement en parler. Vous pouvez insérer du cru dans votre alimentation. Du bœuf cru, c'est vraiment excellent. Est-ce que vous allez mourir du bœuf cru? Absolument pas. OK? Le pH d'un être humain, le pH de l'estomac d'un être humain, c'est 1,3. C'est de l'acide à batterie. OK? Pourquoi notre pH est si bas que ça? Pourquoi le taux d'acidité est si élevé que ça? C'est parce que l'être humain est un charognard. On est un scavenger. On allait, parce que il y a 3 millions d'années, l'être humain mesurait 3 pieds. Là. On était tout petit, on était un petit singe. OK? Et donc, quand on arrivait, nous, pour qu'on avait le goût de manger de la viande, on ne pouvait pas tuer grand-chose. Ça fait que ce qu'on faisait, qu'on attendait que le lion tue une bébête, et un coup que le lion l'avait tué, et qu'il avait mangé ce qu'il avait à manger dessus, à ce moment-là, il y avait un autre charognard plus gros que nous qui passait dessus, puis il y en avait un autre, puis un autre. Et à la fin, il y avait nous qui passaient après 2, 3 jours. Donc, la viande a commencé à être passée pas mal de date, OK? Elle avait commencé à pourrir et ainsi de suite. Et s'il n'y avait plus d'autres charognards qui s'intéressaient à ça, là, c'était pas pour rien. C'est pour ça que nous, on a dû développer une acidité aussi basse que ça, une acidité élevée, un pH si bas que ça, pour pouvoir détruire toutes les bactéries et quand même manger cette viande-là. Et la preuve de ça, c'est que dans certains pays nordiques, OK, de la viande fermentée, donc de la viande pourrie, c'est un délicatessen. C'est un repas qui va vous coûter une fortune de manger ça. OK? Et pourquoi? Parce qu'on a la capacité, justement, avec notre pH aussi bas que ça, de digérer cette viande-là. Donc, c'est pas un problème si vous prenez un steak qui vient juste d'être, que vous venez juste d'acheter et que vous le... Bon, voilà, et voilà. Mettez ça, adore la viande maturée. Et donc, vous coupez ça, ajoutez du sel là-dessus. Vous pouvez passer ça, mettons, au hachoir et mélanger un œuf là-dedans, puis même prendre des chicharrons, là, les fameuses, voyons, Seigneur, la couenne de porc frit gonflée que vous pouvez passer dans un robot pour faire de la poudre de ça. Et mélanger avec ça, puis vous faire un tartare, c'est vraiment excellent. C'est vraiment important. Allez écouter la vidéo là-dessus. Vous allez comprendre l'importance d'insérer du cru. Oui, absolument. Je vais remettre les liens vers la chaîne et tout ça ensuite.
Après ça, est-ce que vous allez détruire la planète à manger de la viande? Absolument pas. Allez voir mes vidéos sur la viande et l'environnement. Non seulement la viande, manger de la viande ne détruit pas l'environnement, la, euh, augmenter la consommation de viande pourrait, si c'est bien élevé, pourrait aider à capturer du carbone, à réduire le niveau de carbone, à la désertification et ainsi de suite. Allez voir mes vidéos là-dessus. Est-ce que vous allez mourir du cholestérol? Non, j'ai une vidéo spécifiquement là-dessus. Euh, Tu vois, j'ai une vidéo qui est 2 fois dans la liste. Après ça, les apports nutritionnels de référence, oui, mais ça, c'est celui, exemple, sur la vitamine C. Ben oui, du bœuf cru. La vidéo sur les apports nutritionnels de référence, c'est sur la vitamine C, la vitamine A, blablabla, et ainsi de suite. Donc, allez voir ces vidéos-là, parce que durant le défi, je vais faire des nouvelles vidéos, mais mes nouvelles vidéos vont couvrir des nouveaux sujets au niveau de l'alimentation carnivore. OK? Ça fait qu'à ce moment-là, je ne vais pas me répéter et répéter qui a été dit dans les autres défis précédents. Ça fait que ça, c'est au niveau de vos ressources pour bien comprendre, parce que ce qui est vraiment important, l'idée, c'est pas, je ne veux pas vous convertir au carnivore du tout. Moi, ce que je veux faire avec le défi carnivore, c'est que vous compreniez l'importance de la viande dans votre alimentation. Parce qu'après ça, je le sais que la très grosse majorité des gens vont retourner à une alimentation céto-omnivore et c'est parfait. Exactement, Mélanie, c'est ce que je voulais dire. Du parmesan en plus, absolument. Donc, c'est ça qui est important pour moi, c'est que vous compreniez l'importance de la viande. Fait que si vous sortez du défi, vous recommencez à consommer des végétaux, mais que vous faites une très grande part dans votre assiette à la viande après ça, parce que vous avez compris l'importance de vos protéines et du gras animal et tout ça, moi, je n'avais pas perdu mon temps avec le défi, je vais avoir gagné mon défi à moi de vous avoir convaincu de l'importance de la viande. Donc, c'est important pour moi que vous compreniez. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos-là, pour que pour que vous compreniez l'importance de ça. C'est ça qui est le but du défi. OK? Maintenant, la version. OK. Il y a, dans le monde du carnivore, il y a vous allez voir certains carnivores qui poussent une version faible en gras, entre autres, voyons, comment elle s'appelle? Seigneur. Ça, c'est mon TDA. Maria Emmerich, OK? Maria Emmerich qui pousse, je l'appelle anorexique en chef, là, qui pousse une version faible en gras. OK? Écoutez, c'est extrêmement dangereux pour votre santé. Et non seulement c'est dangereux, vous allez filer mal et vous ne perdrez pas plus de poids en faisant ça. C'est faux. OK? Je m'en viens avec un document là-dessus sur l'importance des lipides pour perdre du poids. Vous avez besoin de manger du gras pour perdre du poids. Il y a un paquet de, 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 de mécanismes biochimiques à l'intérieur du corps. J'en ai parlé, j'ai fait une publication sur le fameux CD1, entre autres, et ainsi de suite. OK? Donc, oubliez ça. Sauvez-vous. Mariam Rich a fait certaines bonnes recettes, là, comme son pain carnivore, qui est très bon, OK? Mais pour le restant, au niveau de ses conseils pour perdre du poids, oubliez ça. Là. Oubliez ça. Puis vous avez vu des photos de elle, OK? Euh, Dites-vous que les photos euh, la, la montre plus grosse qu'elle est en réalité. Je connais des gens qui l'ont rencontrée en personne et elle a l'air encore pire que sur les photos. Okay? En réalité, c'est pire que sur les photos. C'est une anorexique, elle a un problème de santé mentale, je suis désolé de dire ça, mais elle n'est pas en santé. Dans le documentaire, il y a même des spécialistes comme Ken Berry qui l'ont dit qu'elle avait un problème de santé, que c'était pas santé de ça. Si vous voulez avoir
d'autres spécialistes que moi pour vous parler du carnivore, Dr. Shafi, après ça, Ken Berry, vous avez Amber O'Hearn, ils vont tous vous dire de manger des très bonnes quantités de lipides. Donc, s'il vous plaît, pour votre santé, allez pas vers ces stupidités-là de psycho, de couper vos gras. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Ensuite de ça, bon, un dernier point avant de passer aux questions. Je profite à chaque fois que je fais le défi carnivore, je profite de ça pour faire une petite campagne de financement. La raison de la campagne de financement, c'est pour financer le blog. Le blog que je fais, quand vous allez visiter le blog, vous allez constater qu'il n'y a aucune pub dessus. Il n'y a pas de pop-up, il n'y a rien de dérangeant. C'est simplement un lieu sur Internet sur lequel vous allez avoir un paquet d'informations. Il est 100% gratuit. Il n'y a pas de section. Ben, oui, vous pouvez devenir membre du groupe, mais vous n'avez pas. Quand vous devenez membre du blog, c'est simplement pour avoir accès au coaching. Mais, et donc, à ce moment-là, le blog, il est sur un serveur privé, je le mets sur un serveur privé virtuel pour que la vitesse soit bonne. Et ça me coûte des sous, c'est quand même dispendieux. Le blog, j'ai la chance d'être programmeur, donc même si je ne suis pas un programmeur web, c'est quelque chose que je connais quand même dans ma vie de tous les jours. Je suis programmeur, donc je le fais moi-même. Cependant, j'utilise la plateforme WordPress pour le blog et je dois rajouter un paquet de modules dessus. Je dois payer pour les modules. Donc, présentement, je vous dis, depuis le début du blog, j'ai quelques milliers de dollars d'investis dans le blog. Ça va très, très vite. Ça monte, les frais vont vite, donc c'est pour ça. À partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est pas encore fait, mais il y a deux façons pour lesquelles vous pouvez participer. Dans le blog, il y a un bouton PayPal sur lequel vous pouvez cliquer, faire un don. Vous pouvez faire un don de cette façon-là. À l'intérieur de la boutique, il va y avoir une section pour faire des dons. Donc, c'est comme un objet que vous pouvez acheter, là, mettons, à des prix comme 5, 10 et 25 dollars. Et donc, ça vous rapporte rien. Mais, puis vous pouvez l'acheter autant de fois que vous voulez. OK? Et ce que je vais faire, ce que je fais à toutes les fois, c'est que j'organise un concours. Les gens qui vont donner, qui vont faire un don de 25 vous allez participer à un concours. Votre nom va être mis dans un chapeau et à la fin du défi, je vais faire tirer des coachings de 30 minutes. OK? Donc, je vais faire tirer 3 coachings de 30 minutes. Et pour chaque 25 vous allez avoir une participation au concours pour gagner un coaching comme tel. Ce qui fait que, mais comme je vous ai expliqué, c'est pas obligatoire. Vous participez, vous pouvez. La participation au défi est 100% gratuit. Il n'y a pas de groupes différents sur lesquels il faut payer pour avoir accès. Durant le défi, moi, mon défi, étant donné que, bon, je suis un peu comme Obélix, là, je suis tombé dans la soupe, là, donc c'est pas difficile pour moi d'être carnivore exclusif. Moi, mon défi à moi, ça va être, durant tout le défi au complet, le 30 jours, c'est de vous publier, de faire une publication par jour qui a attrait au carnivore. OK? Que ça peut être sur comment un kilo de bœuf. Ça pourrait être sur l'aspect au niveau de l'environnement, ça peut être sur l'aspect santé, sur les protéines, sur les lipides, mais tous sur le carnivore. OK? Donc, c'est ça, j'ai couvert l'ensemble. Fait que je vais reculer. Ben, je me rappelle, première question, l'alcool. OK? L'alcool, idéalement, OK? Est-ce que l'alcool est. Ah, ben, avant l'alcool. Les fameux, parce que l'alcool rentre là-dedans, les fameuses zones grises. OK? En carnivore, il y a des produits qui sont zones grises. Un des premiers exemples, c'est le vinaigre. Est-ce que le vinaigre, c'est carnivore? En réalité,
c'est ni carnivore ni végétal. Oui, la source originale, mais ça a été complètement converti par des bactéries. Donc, à ce moment-là, ça devient une zone grise, c'est plus végétal comme tel. Donc, vous pouvez utiliser le vinaigre, toutes les sortes de vinaigre, incluant le vinaigre de cidre de pomme, c'est pas un problème. Ensuite, dans les zones grises, il y a les champignons, les fameux champignons. Les champignons sont considérés par plusieurs experts carnivores, OK? Puis je ne me considère pas comme un expert, mais en tout cas, pour moi, c'est une zone grise parce que un carnivore, c'est pas un végétal, mais c'est pas un animal non plus. C'est une bactérie, c'est une moisissure. Donc, à ce moment-là, si vous voulez manger des champignons, oui, ça peut être considéré comme carnivore. Si vous le faites, si vous faites le défi parce que, juste pour le fun, vous n'avez pas de conditions de santé, blablabla, bon, allez-y, puis vous pouvez incorporer des champignons si vous avez vraiment le goût. Si ça se coche l'alcool. Mais si vous avez, exemple, une maladie, vous faites de l'eczéma et vous voulez vraiment vérifier au niveau de l'eczéma, à ce moment-là, je vous recommanderais de ne pas prendre de champignons à ce moment-là. Donc, au niveau des champignons, zone grise aussi. L'alcool, c'est une zone grise. Est-ce que l'alcool est carnivore? Non. Est-ce que l'alcool est végétal? Non plus. Donc, est-ce que l'alcool est bon pour la santé? La réalité, c'est non. La dose minime, la dose maximale, c'est zéro pour la santé. OK? Fait qu'à partir de ce moment-là, vous êtes tous des adultes consentants, vous faites ce que vous voulez au niveau de l'alcool. D'un point de vue carnivore, l'alcool, ce que je vous recommande, c'est de prendre des alcools blancs, OK? Des alcools forts. De la vodka, du rhum et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dans le vin et dans la bière, il y a, dans le vin, il y a des nutriments, des antinutriments, dont, exemple, là, qui viennent du raisin, entre autres, OK? Et dans la bière, ben, ça vient il y a des céréales à l'intérieur de ça, de l'orge, du blé, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, le vin et la bière ne sont pas recommandés. OK? Ça, c'est sûr que ce n'est pas recommandé. Si vous voulez quand même prendre la bière sans gluten, effectivement, il y a certaines bières qui sont sans gluten, mais ça contient quand même des céréales. Puis le gluten, c'est pas le seul antinutriment contenu dans les céréales, il y en a d'autres. Donc, si vous voulez quand même prendre du vin, prenez des vins avec des taux d'alcool le plus élevé possible. Pourquoi? Parce que plus le taux d'alcool est élevé, comme la bière, c'est la même chose. Plus les taux d'alcool ont été élevés, plus les glucides ont été consommés par les bactéries. Donc, à ce moment-là, il en reste un peu moins. OK? Ça, c'est au niveau de la bière et au niveau du vin. Ensuite de ça, comme j'ai expliqué, des alcools forts mélangés pour faire des drinks, ça, ben, c'est moins problématique à ce moment-là. Mais l'alcool en général est dans une zone grise, là, comme je l'expliquais. Ça, c'est au niveau de l'alcool. Parfait. Donc, maintenant, je vais remonter. Ah, zut! Je ne peux pas remonter jusqu'en haut. Bon, ben, écoutez, vous allez devoir les questions. Je peux remonter jusqu'à Maude qui m'a demandé herbe amare ou seulement du sel. Ça, c'est au niveau, l'herbe amare, on le recommande généralement quand vous avez des problèmes de potassium. Ça se peut que vous ayez des problèmes de potassium. À ce moment-là, je ne recommande pas l'herbe amare. Si vous voulez prendre un supplément de potassium, allez-y vers la crème de tartre. OK? Au Québec, c'est super facile à trouver. À l'épicerie, vous allez dans le département des épices et le département des épices et la crème de tarte est là. En France, au pire aller dans le groupe tous les Européens, les Français, vous êtes dans le groupe de Matécha, vous pouvez le demander à mon groupe aussi, là. Un des deux, demandez et c'est disponible par Internet, mais c'est disponible aussi à plusieurs endroits. La crème de tartre, et c'est du potassium. Vous pouvez rajouter ça à votre eau et il n'y a pas de problème. Attention de ne pas trop en mettre. Généralement, on va recommander un quart à une demi-cuillère à thé dans 750 ml d'eau. Je vais mettre les liens, ça j'ai répondu. Ça. Je vais parler, ouais, les bons gras, les protéines, j'en ai parlé.
Le beau docteur Shafi, oui, il est beau. Même moi, je le trouve beau, le docteur Shafi, Mélissa. Non, c'est ça, Véronique. Le but, c'est pas d'être anorexique, absolument, mais d'être bien dans sa peau. Mélanie, le documentaire, c'est dans la série Reverso. Il y a une série de documentaires que je vais mettre le lien aussi, Mélanie, juste sur c'est disponible sur YouTube et c'est sur le carnivore, l'alimentation carnivore. Donc, je vais mettre le lien aussi tantôt. Je vais prendre en note. Lien vers documentaire. OK. Ça, l'alcool, j'ai répondu. Marine, oui, absolument, bonne idée. J'ai répondu à ça. Attends une seconde. Les compléments, oui, c'est vrai. Les compléments alimentaires, la vitamine D. Matécha, Napoléon carnivore. Faut quand même pas exagérer. Il n'est pas si beau que ça, là. Bon, Marine, parfait. Bon week-end à toi. Ça. Oui, ça. OK, le no salt. Oui, le no salt aussi. Oui, c'est vrai, le no salt aussi, Benoît. Euh, OK, c'est ça. Les compléments alimentaires. Vous le savez d'avance, gang, je ne suis pas pro-compléments alimentaires. Le seul que je recommande, c'est vitamine D, D3, qui contient de la K2. Le lien il est sur. Vous avez une version là, dans ma boutique sur le blog. Dans la boutique du blog, c'est ça, vous avez un lien vers une vitamine D3 K2. Pourquoi? Pour qui? Pour commencer, pour tous les gens du Québec et les gens en France qui sont à peu près à la même latitude que nous. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas assez d'exposition au soleil. La vitamine D, c'est la vitamine soleil. 85% de notre vitamine D provient de notre exposition au soleil, seulement 15% par l'alimentation. Ce qui fait que vous risquez d'être carencé. Tout le monde au Québec est carencé en vitamine D. Donc, supplément en vitamine D3 et le K2, j'ai déjà expliqué pourquoi, je ne rentrerai pas dedans. Euh, Ensuite, après ça, magnésium, si vous avez des symptômes ou vous êtes diabétique de type 2, ou vous avez des symptômes, des crampes au mollet et tout ce qui pourrait être symptômes, j'ai un article sur le blog sur le magnésium. Si vous n'avez pas de symptômes, prenez pas du magnésium pour rien. Il y a plein de gens qui ont des problèmes avec le magnésium et ils ne savent même pas. OK? Et les autres suppléments, vous n'avez pas besoin d'autres suppléments, à l'exception de si vous avez une prescription médicale pour prendre un supplément, par exemple, prendre un supplément de fer, exemple, si vous avez eu un bypass, une chirurgie bariatrique et vous avez une prescription pour avoir du fer en supplément, à ce moment-là, n'arrêtez pas vos suppléments. On n'arrête jamais une prescription sans consulter son médecin ou son spécialiste de la santé, son pharmacien. Mais toutes les gens qui prennent des suppléments juste pour prendre des suppléments parce qu'ils ont lu à un moment donné ou un autre qu'ils devaient prendre un supplément de ci ou de ça ou de X ou de Y ou de Z, oubliez ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Le défi carnivore, c'est une excellente occasion pour faire un reset justement d'éliminer tous vos suppléments. C'est ce que je fais très souvent. C'est la vitamine K4 ou la K7, Christine. Euh, donc, c'est souvent ce que je fais dans mes coachings. Je dis aux gens d'arrêter de prendre des oméga 3 en supplément, de prendre la vitamine B en supplément. Vitamine B, on ne prend jamais ça en supplément. J'ai publié dernièrement là-dessus, il y a plusieurs études qui démontrent qu'une augmentation des risques de cancer chez les gens qui prennent des suppléments en vitamine B, des gros problèmes de santé avec
les gros problèmes de santé avec le calcium en supplément, on ne prend jamais de calcium en supplément, ainsi de suite. Les suppléments alimentaires, c'est une industrie d'1 milliard et plus qu'un milliard par année. Là, OK? Ils injectent énormément d'argent dans de la publicité pour essayer de vendre leur cochonnerie. Et si vous n'avez pas de symptômes, c'est pas vrai que vous allez améliorer votre santé avec des suppléments. Généralement, ces suppléments-là sont de source végétale en plus. Donc, oubliez ça au niveau des suppléments alimentaires, à moins de besoins très spécifiques, comme j'ai dit là. Euh, Effectivement, la constipation, j'en ai parlé. Je répète rapidement, si vous êtes constipé, augmentez le sel, augmentez la consommation d'eau et augmentez vos lipides. Hey gang, quand vous mangez des lipides sans manger de glucides, vous n'avez pratiquement pas d'insuline qui est sécrétée. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pratiquement pas stocker ce gras-là. Et si vous en mangez trop, qu'est-ce qui va arriver? Il va passer tout droit. Il va juste passer tout droit. Il va se ramasser dans vos intestins. Et Mélissa, la B12 en supplément, je pense que oui. Effectivement. Il va falloir que je revérifie, mais j'avais publié les études dernièrement. Il y a quelqu'un qui me les avait demandé dans le groupe, là. Donc, et si vous mangez vraiment là, trop de gras, là, vous tombez à un ratio de 4 grammes de lipides par 1 gramme de protéines, exemple, là, qu'est-ce qui va arriver? Vous risquez de vivre ce qu'on appelle le phénomène des selles grasses. Donc, vous allez avoir du gras carrément qui va sortir directement quand vous allez à la selle. Et à ce moment-là, si vous avez des gaz, ne faites pas confiance à vos pets. Ça risque de faire des dégâts. OK? Donc, le gras va lubrifier. Plus vous allez prendre de gras, plus ça va lubrifier vos boyaux. Ça va sortir plus facilement. Aller chez le boucher, exactement. Vous avez absolument raison, Matécha. Pour vos suppléments, allez chez le boucher pour aller chercher vos suppléments. Et si vous avez une carence en quelque chose, là, un petit repas, 2 repas de foie de veau, là, la quantité de vitamines qu'il y a là-dedans, c'est extraordinaire. C'est hallucinant. Euh, la crème, 40% et les fromages. OK. Tout ce qui est produits laitiers, la nature a conçu les produits laitiers. Pourquoi? Pour prendre un bébé naissant et l'engraisser le plus rapidement possible. Favoriser son développement, c'est pourquoi les produits laitiers sont hautement anaboliques, mais aussi pour l'engraisser. OK? Parce qu'un bébé naissant, on veut qu'il ait bien du gras, fait comme ça, dans le 150 000 ans, quand la mère ne pouvait pas le nourrir pendant une journée ou deux, ben, il ne fallait pas qu'il manque de nutriments pour altérer son développement, pour nuire à son développement. Donc, le bébé, c'est pour ça que les bébés, quand ils viennent au monde, après 2, 3 jours, ils deviennent tous joufflus. OK? Pourquoi? Parce que justement, ils veulent stocker du gras pour se protéger. Et ça, c'est le but de la nature avec les produits laitiers. Donc, nous, l'être humain, nous sommes le seul être vivant sur la planète à consommer du lait maternel lorsqu'on est adulte. OK? Et ça, c'est la première chose. Il n'y a aucun animal qui fait ça. Et si ça serait bon pour nous, il y aurait d'autres animaux qui feraient ça. Et il n'y en a pas. OK? Dans la nature comme telle, il n'y en a aucun. OK? Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais les chats. Les chats vont manger, vont boire du lait si on leur met un bol de lait. Certains chats, pas tous les chats en plus, mais dans la nature, il n'y a pas un chat qui va aller vers une vache pour aller traire la vache pour avoir du lait. Ça n'existe pas. OK? Ensuite de ça, euh, les produits laitiers sont hautement anabolisants. On est les seuls, c'est ça. Et on est les seuls aussi à consommer le lait d'une autre espèce. OK? Puis ça fait pas longtemps, là. Ça fait moins de 10 000 ans que l'homme, ça fait à peu près 5 ou 6 000 ans que l'être humain, il y a eu une mutation génétique qui nous a permis de digérer, de produire la lactase,
pour digérer le lactose. OK? Et ça, c'est 40% de la population mondiale. C'est pas tout le monde qui peut digérer les produits laitiers. OK? Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on devrait consommer des produits laitiers? La réponse, c'est ça dépend. Si vous n'avez pas d'intolérance, si vous ne faites pas cette alimentation-là pour perdre du poids, si vous n'avez pas de syndrome métabolique à renverser et que vous aimez les produits laitiers, vous pouvez en consommer de façon, comptez vos glucides nécessairement, attention à vos glucides. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais si vous voulez perdre du poids, vous êtes en plateau, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous êtes en plateau, avec une alimentation cétogène, que vous aimeriez encore perdre du poids, que vous faites le défi pour perdre du poids, essayer de casser votre plateau, peut-être que de couper les produits laitiers, c'est une bonne idée à ce moment-là. Si vous avez des maladies auto-immunes, effectivement, de couper les produits laitiers à cause de la caséine, c'est une bonne idée aussi. OK? Donc, les produits laitiers, ça dépend de votre contexte personnel. OK? Euh, Allez-y là, selon votre contexte pour les produits laitiers. Parfait. Euh, je regarde les groupes. J'ai un petit peu défoncé. Euh, d'une heure. Il y en a qui vont encore rire de moi sur le groupe. Parce que je calcule que, bon, j'ai probablement quoi fait. Admettons que j'ai perdu une demi-heure à reprendre le live 3 fois. Ça fait quand même 1 heure et demie. Donc, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le défi? Le défi carnivore, gang? S'il n'y a pas de questions, je vais en profiter pour vous remercier de votre participation et je n'ai pas l'air d'avoir de questions. J'essaie de voir si. Ouais, c'est ça, je ne peux pas remonter jusqu'en haut. Donc, je vais aller voir vite vite ici. Je pense que je peux le voir ici. Le défi est là. Non, c'est ça, je ne le vois pas. Je ne le vois pas live. T'es étonné, Matécha? Moi aussi. Je me surprends moi-même. Hey, groupe, je vous remercie infiniment. Bon week-end à tous. Profitez du beau temps si beau temps il y a chez vous en Europe. Pour les gens du Québec, on prévoit une belle fin de semaine et on prévoit quelques journées très chaudes au Québec dans les prochains jours. Donc, profitez-en avant la neige. Profitez-en pour sortir, bouger, faire de l'exercice. En passant, l'activité physique et le carnivore, ça va être le sujet d'une des vidéos qu'il va avoir durant le carnivore. Donc, pour les gens qui vont poser la question là-dessus, on va en parler dans un futur live. Et merci Kiki. Et le lien pour la. Oui, Jennifer, pour la contribution et tout le kit, je vais tout mettre ça dans les prochaines minutes. Je vais rajouter ça sur le site, faire une publication. Je vais l'accrocher en haut, ça va être facile. Donc, groupe, bon défi et on se revoit la semaine prochaine.